Salut! Vous le savez, le mal-être au travail grandit de plus en plus dans notre société occidentale actuelle. C'est un phénomène qui touche le monde du travail depuis plusieurs décennies et qui ne va malheureusement pas en s'arrangeant. Selon Amélie, le site de l'assurance maladie, 10 000 affections psychiques sont reconnues en accident du travail chaque année, dont 600 au titre des maladies professionnelles. Et ces dernières ont été multipliées par 7 en seulement 5 ans. Autant de chiffres dramatiques qui ne peuvent que laisser songeur, surtout quand on sait que, dans le même temps, d'autres chiffres nous indiquent que nous n'avons jamais été aussi riches, que notre monde n'a jamais autant créé de richesses et que du simple point de vue de la qualité de vie, de l'accès à la santé et même de notre pouvoir d'achat, nous vivons infiniment mieux que les générations précédentes. Alors, comment expliquer ce hiatus? Comment expliquer ce mal-être généralisé qui se propage de plus en plus dans la population, notamment dans le monde du travail? Et s'il y avait là des raisons beaucoup plus profondes, autres que le simple fonctionnement du marché du travail actuel? Eh bien, ce sont ces mêmes questions que s'est posée la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury lorsqu'elle a été confrontée à certains patients victimes de ce mal-être. Et, forte de son expérience de psychanalyste, eh bien, elle s'est penchée sur la question et en a élaboré une réflexion, un ouvrage dont je compte vous parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, et histoire de structurer un petit peu mon propos et de le rendre le plus didactique possible, dans un premier temps, je vous parlerai de l'ouvrage en question, notamment de la thèse défendue par l'auteur, puis dans un second temps, je vous ferai part de ce qui m'a paru plutôt intéressant dans les propos de l'auteur, ainsi que des éventuelles limites ou critiques qu'on pourrait lui objecter. Alors, comme je vous le disais, la philosophe Cynthia Fleury est avant tout psychanalyste. Et elle a constaté que de plus en plus de patients d'un type nouveau arrivaient sur le divan. Des patients sains d'esprit, mais qui se considéraient comme malades. Et c'est ce constat qui a été la source d'une réflexion philosophique sur les causes de ce phénomène. Alors, de quoi tout cela peut-il bien être le nom ? Eh bien, pour répondre à cette question, Cynthia Fleury, dans son ouvrage intitulé « Reconquérir le courage », qui n'est pas vraiment un livre à proprement parler, mais plutôt un document audio qui prend davantage la forme d'une conférence, la philosophe, donc, émet l'hypothèse que ce mal-être découlerait en réalité de ce qu'elle appelle la fin du courage, c'est-à-dire, grosso modo, un certain découragement. Et elle analyse les causes qui, selon elle, ont mené à cet état de fait, à savoir, entre autres, la novlangue à l'œuvre de notre société. Ce qui pourrait nous encourager, au sens étymologique du terme, puisque le terme courage vient de cor en latin, qui signifie cœur, ce qui pourrait nous donner donc du courage, à savoir l'amitié par exemple, eh bien, n'est pas rendu possible dans notre société actuelle. On ne nous laisse pas assez de temps libre pour nourrir nos amitiés. Et pire encore, il existe une sorte de supercherie, un travestissement des valeurs, et notamment de la valeur d'amitié, puisque, à titre d'exemple, sur les réseaux sociaux comme Facebook, on est censé multiplier les amis qui n'en sont en réalité pas vraiment, comme vous le savez. C'est d'ailleurs cette même idée dont rend compte à la perfection Albert Camus lorsqu'il dit, je cite, « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Cynthia Fleury prend l'exemple de l'amitié, mais on pourrait tout à fait l'appliquer à plein d'autres valeurs, comme l'amour par exemple, on en a parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite tout à fait à aller y jeter un œil. Comme le dit très justement la citation célèbre, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Alors, comment expliquer le fait qu'on se sente mal à ce point face à cette société? Eh bien, Cynthia Fleury part en fait du principe que ce qui fait le sujet, c'est le logos, à savoir la raison. Et
au vu du travestissement des valeurs dont je viens de parler, au vu de cette trahison, eh bien, le logos est mis à mal, ce qui crée donc un découragement. Alors, en réaction à cet état de fait, deux postures sont possibles. Soit on se blinde, et donc on agit en automate, et vous le savez, le burn-out, la dépression et donc la maladie ne sont pas loin. C'est une sorte de bombe à retardement. Soit donc, et c'est la deuxième solution, on se sent malade et on va entre autres se bourrer d'antidépresseurs. Vous savez que la France a longtemps été championne en matière de consommation d'antidépresseurs. En 2013, selon les statistiques de l'OCDE, on estimait que la moyenne française quotidienne était de 50 comprimés pour 1000 habitants. Et fort est de constater que cette trahison, ce manque de sens et donc de logos, est amplifié par la logique des entreprises qui nous poussent à tenter de répondre à des injonctions contradictoires du type « on va nous donner un travail qui devrait nous prendre physiologiquement 15 jours, mais on va nous demander de le faire en une journée. C'est physiquement impossible et donc on ne va pas y arriver. Mais puisqu'on n'aura pas réussi à faire le travail demandé dans les temps, eh bien on va être considéré comme incompétent et forcément notre estime de nous-mêmes en pâtira. Dans le même ordre d'idées, et j'en sais quelque chose, on va demander aux enseignants, par exemple, d'individualiser leur enseignement, c'est-à-dire de s'adapter à chaque élève, mais on va leur demander de le faire dans des classes extrêmement hétérogènes et avec une quarantaine d'élèves par classe. Bref, comme vous pouvez le deviner, dans ces conditions, le découragement arrive vite, et tout cela découle donc de ce que je viens de dire, à savoir du manque criant de reconnaissance dans le monde du travail. Reconnaissance qui est pourtant indispensable à notre épanouissement personnel. Pour qu'un individu ne se clive pas, pour qu'il n'en vienne pas à tomber malade, il faut, selon Cynthia Fleury, une cohérence, une adéquation entre ses valeurs, ses principes d'une part, et puis les actions qu'il accomplit au quotidien d'autre part. Donc il lui faut du courage. Parce qu'en effet, Cynthia Fleury définit le courage ainsi. Et ce faisant, elle reprend la définition qu'en fait Yankelevitch. Le courage est un outil de protection du sujet. Il permet de mettre en adéquation donc ses propres valeurs avec ses actions quotidiennes et donc de guérir du clivage dont on est victime, ce même clivage qui nous a rendus malades. Qui plus est, le courage est au fondement de l'identité parce que, selon Yankelevitch, il existerait ce qu'il appelle le cogito du courage. Alors, il fait bien évidemment référence au cogito ergo sum de Descartes, mais il le réarrange à sa manière. Selon lui, c'est parce qu'on pense, parce qu'on est doué de raisonnement, donc de logos, et parce qu'on va agir selon ce logos, qu'on va être, c'est-à-dire être un sujet. Et donc, chaque fois qu'on va accomplir un acte courageux, nous dit Cynthia Fleury, eh bien, on va récupérer du sujet, c'est-à-dire être davantage en conformité avec son être profond. On va pouvoir être soi-même tout simplement. Par ailleurs, elle ajoute que le courage ne se conjugue qu'au présent, qu'il ne se capitalise pas. Donc, il va falloir chaque jour prouver à nouveau par ses actions quotidiennes qu'on sait faire preuve de courage. On ne va pas pouvoir être considéré comme quelqu'un de courageux du simple fait de ses actions passées, si vous voulez. Ainsi, nous dit la philosophe, il faut donc s'exercer à être courageux, même à très petite échelle, et ce, tous les jours. Et donc, ça peut passer tout simplement par des actions très simples et anodines, comme s'efforcer à donner son avis, par exemple. Grosso modo, il va s'agir de faire du courage un mode de vie. Alors, un autre point essentiel de la définition que fait Cynthia Fleury du courage, c'est qu'elle dit que le courage échappe au capitalisme. En effet, l'esprit capitaliste nous dit qu'on ne se nourrit que des résultats. Or, lorsqu'on agit de manière courageuse, on se nourrit de ses efforts, donc du processus. Cynthia Fleury précise qu'on n'est pas obligé donc de gagner les combats que l'on mène pour être courageux.
Il suffit, encore une fois, de faire correspondre ses actes et ses valeurs, de refuser de faire le deuil du sens pour agir. Ainsi, et pour résumer la pensée de l'auteur, pour guérir, ne plus être clivé, il faut que l'individu prenne le risque d'agir un peu chaque jour en conformité avec ses convictions. Il faut, comme l'indique d'ailleurs le titre de son ouvrage, reconquérir le courage. Et donc, ça va passer par un engagement du point de vue individuel, mais aussi et surtout du point de vue collectif. Ça peut passer par l'action citoyenne, l'enseignement, l'écriture, etc. Tout dépendra des dites valeurs et du mode d'expression qui nous correspond le mieux, tout simplement. Mais pour pouvoir s'exprimer de manière libre et efficace, il faut trouver ce que Cynthia Fleury appelle un lieu parésiastique. Alors, la parésia, en grec, ça signifie la liberté de parole. Donc, il va falloir trouver un lieu qui puisse être favorable pour accueillir notre discours. Ça peut être une salle de conférence, une salle de classe, mais aussi des espaces publics. C'est ce qu'on a vu par exemple à l'œuvre lors des Nuits debout. Et puis Internet, par exemple, peut également être un espace de parole intéressant. Cynthia Fleury termine son propos en disant que l'engagement politique peut être une réponse à l'englument de notre logos. Nous pouvons tout à fait accomplir des actes citoyens pour redonner du sens à notre quotidien, accomplir des actions courageuses et, in fine, guérir, trouver enfin le bonheur, l'épanouissement, l'accomplissement personnel, mais aussi collectif tant recherché. Alors, ce qui m'a paru intéressant dans l'analyse de Cynthia Fleury, c'est premièrement qu'elle adosse son analyse philosophique directement sur sa pratique en tant que psychanalyste. Elle a vu passer sur le divan des gens disant être malades, alors qu'ils ne l'étaient pas, et ça a été pour elle le point de départ de cette réflexion qu'elle nous livre. Le deuxième point qui m'a paru innovant, c'est qu'elle ne dit pas que la fin du courage serait la lâcheté. Elle propose un autre antonyme au mot courage, à savoir le découragement. Et je trouve ça intéressant parce que ça place la personne en proie au manque de courage, non pas en tant que personne lâche, donc en principal responsable, mais plutôt en victime de l'environnement hostile dans lequel elle baigne, notamment dans le monde du travail. Ainsi, et pour le dire autrement, la responsabilité n'est plus individuelle, mais plutôt due à l'environnement social, au monde du travail, et ce, en raison du manque de sens complet qui est à l'œuvre. Cynthia Fleury propose donc une définition du courage tout en subtilité, loin donc de la vision héroïque du courage qui a par exemple été prônée par un certain nombre de sociétés totalitaires. Et puis, troisièmement, Cynthia Fleury ne cautionne pas le décadentisme ou le déclinisme. Elle ne dit pas que ce découragement serait lié uniquement à notre époque actuelle. Et d'ailleurs, elle dit bien que le décadentisme est d'autant plus absurde que de tout temps, il y a eu des personnes, des auteurs, pour déplorer l'époque dans laquelle ils vivaient, pour dire même que c'était la pire des époques. Elle évoque à ce titre des auteurs comme Erasme, Bossuet ou encore Rousseau. Ce que dit Cynthia Fleury, en revanche, c'est qu'il est nécessaire de s'interroger sur les causes du mal-être caractéristique de notre époque. La première limite que je pourrais opposer à l'œuvre de Cynthia Fleury, c'est la définition qu'elle fait du courage. Selon moi, dans le cadre d'une réflexion philosophique, la définition qu'on donne d'une notion ou d'une idée devrait être œuvrée en tout temps et en tout lieu. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que fait Cynthia Fleury, puisqu'elle donne une définition du courage beaucoup trop corrélée à l'époque actuelle. La seconde limite que j'entrevois à la thèse de l'auteur concerne la notion d'acte courageux. Cynthia Fleury fait du courage une vertu. Elle l'appréhende donc d'un point de vue moral. Le courage ne serait donc pas juste une modalité d'affirmation du sujet, mais ce serait également une valeur intrinsèquement bonne. Et ça me semble d'autant plus problématique que, par exemple, les djihadistes sont considérés comme des personnes
courageuses, et pourtant on ne peut absolument pas dire que leurs actions soient bonnes. Bref, il me semble que cet aspect est un point d'ombre de la démonstration de l'auteur. En tout cas, c'est mon propre avis. Je vous laisse en juger dans les commentaires. Pour conclure, je vous conseille vivement d'écouter cette conférence parce que personnellement, je l'ai trouvée originale et qu'elle m'a même ouverte à de nouvelles perspectives. Je trouve toujours intéressant et extrêmement enrichissant de proposer une analyse à la confluence entre deux disciplines, à savoir la philosophie d'une part et la psychanalyse d'autre part. Bref, je ne vais pas m'éterniser, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker donc cette vidéo et à la partager autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la définition que donne Cynthia Fleury du courage. Dites-moi si vous en donnez une autre. Et puis, sinon, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis à venir me suivre sur mon autre chaîne qui est une chaîne beaucoup plus littéraire parce que j'y suis beaucoup plus présente ces derniers temps. Voilà, sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!